Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute du premier épisode de l'actualité vidéoludique du Captain sur YouTube, donc une retranscription orale de ce que je fais sur mon blog habituellement par écrit, et ça a l'air sympa de commencer des vidéos, donc pourquoi pas. Donc le but de cette chronique mensuelle, c'est de traiter globalement des jeux vidéo de caractère stratégique, historique et compagnie, et de faire le résumé des news du mois passé. Et donc ça commence tout de suite et j'espère que ça vous plaira. Bonne écoute et bonne vidéo. Et on commence ce mois de janvier avec le retour réussi de Warhammer 40 000 autour du jeu Sunk to Switch. Loin d'être le premier jeu de stratégie adaptant le monde de Warhammer 40 000 aux jeux vidéo, il reste assez original. Il adapte ainsi la formule tactique du jeu de figurines à un système de jeu au tour par tour où chaque escouade, héros ou véhicule se déplace, tire et utilise ses compétences dans des cités en ruine ou autres paysages apocalyptiques. La lutte se concentre à nouveau entre les orques et les Space Marines, mais notons la présence particulière des Space Wolves, un des chapitres les plus brutaux, aux unités particulières et qui change un peu des Blood Angels rouges de Dawn of War et des Ultramarines bleus du jeu de plateau. C'est Slytherin et leur expérience dans les jeux tactiques qui se chargent de l'adaptation. Ils ont notamment publié Pike and Shot et Warhammer 40 000 Armageddon. Ce dernier jeu était décevant, on se retrouvait avec une campagne assez passable opposant Imperium et Orcs dans un système fortement inspiré du jeu Panzer Corps, c'est-à-dire des opérations mêlant tactique et opérationnel, dans une vue plus éloignée du champ de bataille. Ce qui est réussi au contraire avec Sunk to Switch, c'est le zoom et enfin le sentiment de jouer au jeu de figurines. On se retrouve en plein cœur de l'action, les escouades se soutiennent entre elles, les appuis des héros ou des machines sont présents, et il s'agit toujours d'utiliser le placement et les caractéristiques de vos troupes pour déborder l'adversaire. Proposant 2 campagnes dans lesquelles chaque unité peut prendre du galon en survivant et développer des compétences, il faudra tenir des objectifs, en prendre et mettre globalement la pâtée au général adverse en déployant un nombre restreint de troupes sur des cartes assez variées dans leur forme. En bref, c'est une petite réussite. On continue sur notre lancée avec un nouveau jeu Warhammer annoncé, avec Necromunda Underhive Wars. Donc ce sera l'éditeur français Focus Home Interactive qui se charge d'éditer le jeu développé par les Québécois de Rock Factor, qui sont responsables du jeu sorti en 2015 intitulé Mordheim City of the Damned. Les 2 systèmes de jeu sont en effet assez similaires. Dans Mordheim, vous preniez des bandes de mercenaires inspirées des races du jeu de figurines pour des combats de rue plus localisés. Et dans Necromunda, ce sera la même chose. On passera de la lutte cataclysmique entre des races à des combats de bandes au sein de la cité tentaculaire de Necromunda. Sans d'autres détails, on attend donc un système de jeu au tour par tour avec différentes compétences, des montées de niveau, du recrutement, de l'équipement pour Ségus et une bonne difficulté qui passe souvent par la mort de vos compatriotes sur le champ de bataille. Ça tombe bien, c'est ce que Mordheim proposait. Nous partons au Danemark avec les Danois de Logic Artists, fondés en 2011, qui avaient publié Expeditions Conquistador en 2013 à la suite d'un Kickstarter réussi. À la tête d'un groupe de guerriers avec leur propre équipement, leurs caractéristiques, leur vision morale des choses, vous vous retrouviez à explorer le continent américain. Chaque événement vous proposait différents choix, déterminés par vos compétences, des jets de dés, les pensées morales de vos compagnons. Il fallait donc gérer votre groupe, notamment entre les combats, personnaliser vos troupes, améliorer vos combattants et vous retrouver dans des combats tactiques avec points de mouvement, points d'action et compétences. Sur cette base hybride entre un RPG et un jeu tactique, les Danois ont décidé de continuer sur leur lancée en adaptant leur système de jeu au monde des Vikings. Vous vous retrouvez ainsi à la tête d'un clan qu'il vous faudra améliorer en recrutant du monde et en convertissant votre butin, le tout dans un monde faisant la part belle au dialogue et aux longues descriptions. Le jeu n'est pas loin de la sortie, alors nous pouvons patienter tranquillement. Ça y est, les petits développeurs d'Ashdar Games, publiés par les néerlandais d'Iceberg Interactive, publient leur tout premier jeu au mois de janvier, Stars in Shadow. Ce 4X, sorti en Early Access depuis le mois de septembre, est proposé à une vingtaine d'euros et fait les choses bien pour reprendre en main le genre du 4X. Ici, rien que du très classique, une poignée de races différentes aux mécaniques variées, le besoin de s'étendre dans la galaxie, les difficultés inhérentes aux indigènes et aux autres races peuplant la galaxie, les évolutions technologiques pour améliorer votre flotte de combat, un éditeur de vaisseau couplé à un système de combat au tour par tour intéressant et une patte graphique assez originale. Les développeurs mettent donc les mains dans le cambouis pour proposer un 4X efficace et sans prétention, ce qui est un bel exercice au prix abordable.
Halo Wars 2, la dernière surprise des créateurs de Total War, c'est-à-dire le studio Creative Assembly, se réserve une sortie pour le mois de février. Donc on va faire un petit historique du titre. En 2009, les anciens papas d'Age of Empires, Ensemble Studios, sortent Halo Wars pour la Xbox 360, qui est une offensive de Microsoft dans le monde du jeu de stratégie en temps réel sur console. Il y avait une gestion très basique d'une base, des combats rapides sur une carte où il s'agit de récupérer des points de contrôle, à la dernière fois, et de races différentes, le jeu ne remportant pas un franc succès de par son manque de contenu et l'intérêt somme toute assez limité du titre. En février 2017 donc, on attend les Britanniques de Creative Assembly, que nous connaissons bien, et qui vont livrer l'épisode suivant pour PC et Xbox One. Ils nous promettent plus d'unités, donc peut-être un peu plus de variété, mais les principes restent les mêmes, la seule nouveauté étant le mode Blitz, où il s'agira d'oublier la construction de base pour se concentrer sur un deck limité d'unités pour des parties plus courtes. On attend un peu plus de la part des papas de Total War. Pour ceux, les malheureux, qui ne lisent pas les 4 derniers épisodes de l'AVC sur mon blog, vous n'avez peut-être pas noté que Total War Warhammer s'étendait à coups de DLC et de contenu plus ou moins gratuit. Pour ce mois-ci, c'est un nouveau général nain qui fait son apparition, Grombrinal le nain blanc, ce fameux White Dwarf. Sans départ de faction autre que celui de base, il s'était déjà dévoilé pour les plus impatients d'entre vous qui avaient cherché des codes dans le magazine qui porte son nom, White Dwarf. De quoi faire patienter en attendant les Bretoniens. Les Bordelais de Shiro Games reprennent du service après leurs 2 Evoland qui permettaient de lier histoire du jeu vidéo et RPG. Désormais, nous attendons pour février l'Early Access de Northgard, un 4X centré sur l'évolution d'une peuplade viking, c'est-à-dire avec des créations de maisons, de bateaux, du commerce, des raids et une survie en milieu hostile qui sont au programme accompagnés par une jolie direction artistique. Après Plague Inc. en 2012 vous invitant à détruire l'humanité grâce à un virus que vous bichonniez et que vous faisiez muter, février sera le moment où vous inverserez enfin les rôles. Dans Quarantine, développé par les Viennois de Spring, il vous faudra user 2 moyens techniques, scientifiques et politiques pour vous occuper d'une pandémie. Les Finlandais de Reborn Games se sont lancés dans le genre du city builder avec Urban Empires, édité par le même Calypso que derrière la série des Tropicaux. Si le jeu n'est ni très beau ni très profond, il essaye pourtant d'innover en introduisant une gestion politique de la ville, se créant district par district, et en devant procéder pour divers aménagements à des votes face à 3 partis politiques différents qu'il faudra ménager. Les recherches technologiques permettent quant à elles de passer de la révolution industrielle à l'ère d'Internet. Quelques innovations donc, mais rien de transcendant. La série des Banner Saga, développée par le studio indépendant texan de Stoic Studio, visait à rendre à l'aide d'une patte graphique très particulière une histoire de fantasy mêlant gestion d'un convoi, combat tactique au tour par tour et bon scénario. Kickstarté en 2012 et sorti en 2014, le premier a eu un certain succès, pourtant le second épisode, sorti en avril 2016, n'a pas eu le même engouement. Aussi, pour le 3e et dernier épisode prévu, un nouveau Kickstarter voit le jour. La conclusion est-elle proche ? Après une 5e faction rajoutée en novembre, place pour une 6e race dans Endless Space 2, le 4X français au succès certain depuis sa sortie en accès anticipé en septembre 2016. Les Horatio rejoignent donc les 5 autres factions. Ce sont des clones capables d'assimiler les populations extraterrestres et de coloniser au mieux, avec des vaisseaux graciles et moins polyvalents que ceux des autres races. La mise à jour ne s'arrête évidemment pas là, les développeurs ont rajouté ainsi une poignée de races mineures, un système de rébellion, 5 types de victoires différentes et une poignée de technologies supplémentaires. Petit à petit, Endless Space 2 s'annonce aussi solide que son prédécesseur, et on attend avec impatience la sortie finale du titre. Après Days of Brilliance, Cossacks 3 revient en février avec Rise to Glory. Cette nouvelle extension payante pour le jeu stratégie temps réel mêlant mousquet et large formation, sorti en septembre 2016 et, je le rappelle, reprenant les mécaniques du soft initial publié en 2001, amènera 2 nouvelles nations aux 14 existantes, la Prusse et la Suède avec leurs unités, leur propre campagne et de nouvelles cartes enneigées. Pour les amateurs de contenu gratuit, vous pourrez vous faire les dents sur la Saxe et la Bavière, pour un prix modique de 0€. Il reste que le jeu manque encore de piquant, mais pas de pique. Eh bien, il est temps de nous quitter, car c'est la conclusion de cet épisode du mois de janvier 2017. Si le courage est au rendez-vous, je vous donne rendez-vous pour le mois prochain. Ça fait beaucoup de fois le mot rendez-vous. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à commenter et à dire si ma voix est par exemple un peu trop forte, ce que je me rends compte avec le montage et d'autres choses. Et puis quoi qu'il en soit, portez-vous bien. Ciao!